Là, il y a une formidable mauvaise foi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement, les Républicains, avec M. Retailleau, il est entraîné dans une dérive identitaire. C'est-à-dire qu'il entraîne notre pays dans une course-poursuite avec le Rassemblement national, en essayant de cocher un certain nombre de cases qui toutes n'ont aucun effet sur le plan national, aucun effet sur l'amélioration de la situation sécuritaire, mais qui ouvrent un certain nombre d'incendies. Alors c'est facile d'avoir un nouveau débat sur le voile, c'est facile d'avoir un débat sur le contrôle dans les gares, comme à la gare du Nord, avec des contrôles aux faciès. On divise les Français, on stigmatise, mais ça ne rend pas la France plus forte, ça ne l'arme pas pour faire face aux difficultés du monde. Sur le... Éprouver une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner. Lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3 300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en vois-tu, en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré, plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à M. Retailleau de faire son boulot. Dominique de Villepin dénonce une formidable mauvaise foi dans le positionnement des Républicains. Accusé de suivre une dérive identitaire en surfant sur des polémiques stigmatisantes, voile, contrôle aux faciès. L'ancien Premier ministre dénonce une stratégie politique qui divise les Français plutôt que de résoudre les vraies crises. Insécurité croissante, dette abyssale de 3 300 milliards d'euros, faillite d'entreprises. Toutes ces questions sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel, tranche-t-il, fustigeant un gouvernement plus enclin à divertir avec l'étranger, le voile, le migrant. Une charge virale contre une dérive qui menace l'unité nationale. Là, il y a une formidable mauvaise foi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement, les Républicains, avec M. Retailleau, il est entraîné dans une dérive identitaire. C'est-à-dire qu'il entraîne notre pays dans une course-poursuite avec le Rassemblement national, en essayant de cocher un certain nombre de cases qui toutes n'ont aucun effet sur le plan national, aucun effet sur l'amélioration de la situation sécuritaire, mais qui ouvrent un certain nombre d'incendies. Alors c'est facile d'avoir un nouveau débat sur le voile, c'est facile d'avoir un débat sur le contrôle dans les gares, comme à la gare du Nord, avec des contrôles aux faciès. On divise les Français, on stigmatise, mais ça ne rend pas la France plus forte, ça ne l'arme pas pour faire face aux difficultés du monde. Sur le voile et la laïcité, vous en parlez dans le livre. Vous dites la laïcité, vous dites que nous avons fait de la laïcité un filtre pour repérer et détruire tout ce qui dévie de notre vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ceux qui veulent interdire le voile dans les compétitions sportives ou à l'université ont tort à vos yeux? Mais dès lors qu'on fixe une règle, qui est que les fédérations décident, une règle claire, et que ce n'est pas au coup par coup, et qu'à chaque fois on ne cherche pas à grignoter un peu plus, la laïcité, c'est une loi sereine. Ce n'est pas une arme qu'on peut tourner contre telle et telle catégorie de Français. Et c'est là où la République doit retrouver son sens. Rassembler tous les Français dans la République sans chercher à considérer qu'il y a des citoyens de deuxième zone. Ça, c'est la théorie sur les compétitions sportives. Le voile dans les compétitions sportives, vous êtes pour ou contre? À partir du moment où les fédérations considèrent que dans leur fédération, eh bien, il y a un problème et qu'il y a une exigence qui doit conduire à cette interdiction, j'accepte parfaitement cette décision. Mais je ne veux pas que ce soit un sujet de politique politicienne qui nous conduise en permanence à la surenchère et à placer notre pays dans cette situation de division. Nous le voyons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde plus dangereux. Monsieur Retailleau, comme un certain nombre de gens autour de lui, ont tout fait pour dire à ce rapport ce qu'il ne disait pas. Donc je souhaite d'abord corriger ce rapport. Ah bon? Ce rapport circonscrit la menace qui existe aujourd'hui à quelques mosquées. C'est environ 5%. 7% des lieux de culte, dit ce rapport. 5 et 7%. Ouais.
c'est des associations sportives. Si les calculs d'une chaîne concurrente sont justes, c'est 0,02% des associations sportives de notre pays. C'est environ entre 800 et 1000 personnes et un budget de 500 000 euros. Donc c'est quoi, un risque excessif? C'est ça? Enfin, au fond, Non, on en fait trop non, par rapport non. Mais je ne suis pas sûr par qu'on rapport à la regarde réalité du danger. Je ne suis pas sûr qu'on regarde partout Ouais. là où il faudrait regarder. Donc, il y a une menace. Le président de la République, d'ailleurs, il ne vous a pas échappé, a renvoyé Bruno Retailleau revoir sa copie. Et il ne faut pas saisir les occasions pour stigmatiser une communauté. Nous avons 7 millions et un peu plus de musulmans dans notre pays. Stigmatiser une communauté pour Mais qu'est-ce qui stigmatise les actions. une communauté? Parce que quand on parle des frères musulmans, on parle bien d'islamisme. On ne parle pas d'islam, on ne parle pas des Français de confession musulmane qui pratiquent leur foi. Oui, dans le respect mais vous voyez absolu bien comment le des débat principes politique. républicains. Nous voyons bien comment le débat politique dérive assez facilement de l'un à l'autre. Est-ce que vous considérez par exemple... Attendez, monsieur Duhamel. Un problème de forme d'abord. Un problème de forme. Ce rapport, c'est un rapport au départ tout à fait confidentiel, qui a été publié dans un journal, Le Figaro, sans préavis en quelque sorte. Cette publication clandestine ou... Oui. Oui, mais met en cause la sécurité d'un certain nombre de personnes qui ont participé à ce rapport, qui sont mentionnées dans ce rapport. Et surtout, cette publication hâtive, avant que véritablement on ait pu... C'est une version expurgée qui a été publiée. Oui, donc, je ne crois pas qu'il y ait de danger pour la sécurité nationale. met en risque les politiques et l'efficacité des politiques que nous entendons mener. Et en conséquence de quoi j'ai beaucoup de mal à accepter que dans l'État français, on puisse agir ainsi à la veille d'un Conseil de défense. Pourquoi traiter dans un Conseil de défense des documents qui se retrouvent dans le Figaro la veille? Donc, je demande à M. Retailleau ce soir, solennellement, de bien vouloir faire un article 40, de façon à ce que nous sachions qui a donné ce rapport au Figaro qui s'est retrouvé à la une de ce journal. Mais Dominique de Villepin, monsieur... pardonnez-moi, mais là, il y a un petit peu d'hypocrisie dans cette demande, puisque, au fond, le président de la République, précisément, a manifesté son mécontentement à l'occasion de ce Conseil de défense parce qu'il suspectait Bruno Retailleau d'avoir lui-même donné ce rapport au Figaro. Il suspecte les services de M. Retailleau. Oui. Je n'arrive pas à imaginer que M. Retailleau puisse jouer avec des sujets aussi graves. En tout état de cause. Ça, c'est une fausse... C'est une interrogation rhétorique, ça. Non. Quand on sert l'État, on ne fait pas fuiter des documents confidentiels. Quand on sert l'État, on veille à traiter avec confidentialité et mesure des documents confidentiels. Donc vous demandez ce soir, article 40... Je souhaite que l'on sache qui a fait fuiter. Et je pense que le président de la République a bien fait de frotter les oreilles de ceux qui l'estimaient être responsables de Dominique de Villepin, sur les propositions pour lutter contre cet entrisme, plusieurs propositions ont été faites, notamment celle par un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui d'ailleurs persiste et signe aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, et souhaite interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans. Est-ce que c'est une bonne proposition? Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de Gabriel Attal? Allons jusqu'au bout du raisonnement, Monsieur Duhamel. Faut-il interdire les premières communions avec les cérémonies en eau blanche? Faut-il... C'est pareil de voiler une petite fille et de faire sa communion? On lui demande son avis au petit garçon, à la petite fille. Est-ce qu'il faut interdire la circoncision? Est-ce qu'il faut interdire la kippa? Vous voyez bien que le symbole est le même, Dominique de Villepin, sur un voilement qui est imposé aux petites filles et des pratiques religieuses. Ce sont des pratiques religieuses, ce sont des signes religieux. Si on pousse jusqu'à l'absurde le raisonnement qui est ainsi fait, eh bien nous voyons d'abord que tout cela est ridicule et nous voyons surtout que tout ça est inapplicable. Et donc, je crois qu'avant de faire ces propositions, parce que nous sommes là dans ce qui est aujourd'hui le plus mauvais jour de la République. Ces propositions, on les voit fleurir tous les matins. Alors un jour, c'est les peines planchées, on sait tous que les peines planchées ont échoué. Un autre jour, c'est la suppression de l'argent liquide. Un autre jour, c'est une prison dont le projet existe depuis 2017. Cette République des mauvaises idées, des mauvaises formules, qui n'ont pas d'autre but que de se mettre en valeur, je crois qu'il faut en limiter l'exercice. Dominique de Villepin, est-ce que le voilement des petites filles... La question de l'islamisme. Dominique de Villepin, est-ce que le voilement des petites filles est le signe d'un intégrisme islamiste radical? Mais, Monsieur Duhamel, dans notre pays, dans notre République, ce n'est pas à moi d'apprécier si le voile... Sur des fillettes? Monsieur Duhamel, ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas
couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile. C'est pas une question de couture, là. C'est une question, pardonnez-moi, mais vous rentrez... d'égalité femmes-hommes et de savoir ce que l'on est susceptible d'imposer à des fillettes. Nous rentrons dans la sphère privée et nous rentrons dans ce qui est le champ de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce qu'elle prévoit? La possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et elle prévoit que s'il y a des pressions pour forcer quelqu'un à ne pas croire, pour forcer quelqu'un à porter un voile, eh bien, la loi de 1905 est là pour protéger. Sur la loi de 1905 et effectivement sur ces pressions, il y a déjà un arsenal juridique qui permet de le sanctionner, mais je repose ma question. Un arsenal juridique particulièrement efficace puisqu'il prévoit des sanctions pénales. Dominique de Villepin, est-ce que le fait de voiler une petite fille, est-ce que c'est le signe d'un intégrisme islamiste? Ça peut être le signe d'un intégrisme islamique, ça peut être un choix culturel. D'une petite fille de 7 ans ou 8 ans? Mais une fois de plus, un signe religieux, quand vous portez une kippa... C'est la même chose, une kippa et un voile sur une petite fille? Mais c'est un signe religieux, c'est un signe religieux. Mais Dominique de Villepin, c'est quoi la signification excusez-moi, mais quand on met à une petite fille un voile, c'est la même signification que quand un petit garçon porte une kippa? Monsieur Duhamel, nous pouvons décider définitivement de supprimer le voile dans toutes circonstances dans notre pays. C'est pas la question que je vous posais. C'est sur la signification. Mais la signification, personnellement... Donc c'est difficile à dire que c'est un signe d'intégrisme islamiste que de voiler une petite fille de 7 ans ou 8 ans. Mais parce que je crois que vous ne prenez pas en compte le fait que dans certaines cultures, dans certaines traditions, dans certaines religions, ce n'est pas forcément le signe d'une radicalisation. Ça peut être tout simplement un signe... C'est pour ça que je parle d'une petite fille. Mais je sais bien, mais une fois de plus... Et mon propos ne concerne pas des majeurs qui font le choix de porter le voile. Est-ce que un mineur, dans la religion catholique, dans la religion juive ou dans toute autre religion, qui serait amené à subir une pratique que, par définition, il n'a sans doute pas choisie, est susceptible d'être mis en cause. Je crois qu'il faut savoir garder mesure et éviter de tomber dans des dénonciations systématiques. Vous savez, à ce petit jeu-là, nous ne nous arrêterons pas. Et la stigmatisation qui a lieu aujourd'hui sur le voile, j'ai cité tout à l'heure M. Retailleau, qui s'exprime à bas le voile, nous voyons bien qu'il y a la volonté, là, de rentrer dans la vie des gens. La laïcité fixe la règle dans notre pays, et je ne crois pas que nous ayons à aller plus loin. Dominique de Villepin, pour cerner, là encore, votre vision de la laïcité, est-ce que vous étiez favorable, et êtes toujours favorable, à la mesure qui avait été prise par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui visait à interdire l'abaya? Oui, l'abaya à l'école ne nécessitait pas de loi particulière. À partir du moment où on voit une provocation qui se fait à travers un vêtement utilisé pour manifester dans la République et au sein de l'école, je le comprends parfaitement. Est-ce qu'il faut rentrer systématiquement dans un combat avec l'islam, avec une religion? Je crois que ça nous mènerait à des situations exactement inverses que celles que nous souhaitons. La stigmatisation va conduire à des radicalités, à des comportements que nous ne pourrons pas maîtriser. Vous savez, les signes de révolte que l'on peut manifester, soit politiquement, soit religieusement, sont multiples. Rentrer dans une bataille de ce type, c'est sans fin. Et je sais que c'est aujourd'hui le fonds de commerce d'un certain nombre de partis politiques, d'un certain nombre de responsables politiques. Mais je ne crois pas qu'il faille rentrer là-dedans. Et vous parlez de Bruno Retailleau, on en parlera dans un instant. Juste avant, une toute dernière question sur ce rapport. Le Qatar est plusieurs fois évoqué parmi les pays qui ont financé l'essor des frères musulmans. Le Rassemblement national demande que l'on revoie la convention fiscale entre la France et le Qatar. Est-ce que ce serait une bonne mesure? Il faut demander à Nicolas Sarkozy, c'est lui qui l'a signé. Vous avez tout à fait raison. Vous lui demanderez la prochaine fois, comme vous le savez. Il s'avère que je n'ai pas Nicolas Sarkozy en face de moi ce soir, mais j'ai Dominique de Villepin. Justement, vous tombez sur la mauvaise personne, parce que moi, je n'ai aucune relation particulière avec le Qatar, je n'ai jamais eu aucun contrat avec ce pays, je n'ai pas joué de rôle en ce qui concerne l'exemption qui a été accordée au Qatar. C'est pour ça que je vous pose la question de la pertinence de cette convention fiscale. Analysons. Pourquoi pas? Non mais analysons ce qu'il y a dans cette convention fiscale, voyons si elle est justifiée au regard des investissements qui sont faits par le Qatar ou par d'autres pays d'ailleurs. Je crois que de ce point de vue-là, il faut une égalité devant la loi. Il n'y a pas de tabou sur la possibilité de remettre en cause cette convention. La République, vous savez, la République, c'est la République et elle ne se détermine pas en fonction de la couleur de peau, de la religion de tel et tel ou de la localisation géographique. La République est une et indivisible. Dominique de Villepin, vous avez eu des mots très sévères à l'égard de Bruno Retailleau, nouveau président des Républicains. Vous avez expliqué que vous aviez du mal à faire la différence entre Marine Le Pen et lui. Je vous propose d'écouter la réponse du président du Sénat, Gérard Larcher.
Sur un certain chez vous, nombre de sujets, Dominique de Villepin, dont j'ai été le ministre, j'ai du mal à faire la différence avec des propos tenus par l'extrême gauche. Voilà. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Dominique de Villepin parle comme sur un comme certain nombre de Jean-Luc sujets, Mélenchon. c'est en tous les cas mon sentiment. Vous êtes un homme de gauche, d'extrême gauche, si j'écoute Gérard Larcher? J'aime beaucoup Gérard. Donc, Il vous le rend bien, alors. Oui, oui, mais justement. Ouais. Je n'ai pas attendu 71 ans, monsieur Duhamel. Pour entamer une carrière de gauchiste. Pour paraphraser le général Exactement. de Gaulle. Vous voyez comme quoi le général a dit des choses qui peuvent durer. Lui, c'était le dictateur, hein, je précise. Oui, mais moi, c'est le gauchiste. Vous n'êtes pas un gauchiste? Éprouver, monsieur Duhamel, de la compassion pour le meurtre de femmes et d'enfants, c'est être gauchiste. Éprouver une très forte indignation quand je vois l'état de droit dans notre pays ne pas être respecté. Éprouver une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner, lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré, plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à monsieur Retailleau de faire son boulot. Mais vous êtes encore un homme de droite, monsieur Retailleau. Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Vous mettez en cause son bilan, son inaction. C'est vrai que vous parlez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France Insoumise. Mais moi, je parle du bilan en regardant les chiffres, en regardant les résultats. C'est pas être de droite et de gauche. Mais vous êtes encore de droite ou pas? Mais ce n'est pas être de droite. Moi, je suis gaulliste, je l'ai toujours été et je le reste. Avec un souci, monsieur Duhamel, d'un mot qui n'est jamais employé dans la vie publique. L'intérêt général, le bien commun. Est-ce que le bien commun et l'intérêt général sont de droite et de gauche? Voyez-vous, c'est aujourd'hui ça, le vrai sujet. Or, gouverner, personne n'en parle. Nous faisons tout aujourd'hui dans le désastre qu'est l'économie française. Dans la situation de notre République, nous parlons de tout, sauf de l'essentiel. Ça, voyez-vous, c'est inacceptable. Et je vois comment on peut devenir rapidement populaire dans notre pays. Monsieur Retailleau, il y a 8 mois, qui le connaissait? Personne n'avait jamais entendu parler de Bruno Retailleau. Il est devenu ministre. Voilà. Visiblement, les Français considèrent qu'il fait bien son travail. En tout cas, il a été bien son travail. Je ne sais pas. En tout cas, il a été élu président des Républicains. Il est populaire. Moi, je vous le dis. N'est pas Sarkozy qui veut. Et venant de vous, et venant de moi, ça veut dire ce que ça veut dire. N'est pas Sarkozy qui veut. Donc moi, j'attends. C'est quoi? C'est un sous-Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau? Vous allez me parler tout à l'heure de campagne présidentielle, que M. Retailleau pourrait être mon adversaire. Soyons sérieux, soyons sérieux. Quand M. Retailleau aura marqué des points pour l'équipe de France, alors on pourra éventuellement parler d'une telle hypothèse. Moi, j'en ai assez de ces candidats, de ces ambitions qui sont nourries par les sondages et par des bulles totalement artificielles. Vous avez jamais eu d'ambition vous-même, Dominique de Villepin, moi, vous étiez à Matignon pour être candidat à l'élection présidentielle? Il se trouve que quand j'ai quitté Matignon, le chômage était descendu en dessous de 8%, il était à 10% quand je suis arrivé. La dette française avait descendu à 64%. Les déficits étaient descendus à 2,5%. Et nous étions dans la même situation, voire meilleure que l'Allemagne. Et la richesse des Français et des Européens était la même à l'époque que les Américains. Et vous n'étiez pas en capacité de vous présenter à l'élection présidentielle après avoir mis des centaines de milliers de gens dans la rue en ayant voulu mettre en œuvre le contrat de première embauche? Non, c'est pas du tout ça. Ah bon? C'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été question, monsieur Duhamel. Vous êtes jeune. Il n'a jamais été question de À l'époque, vous étiez en culotte courte. Mais vous êtes... À l'époque, vous savez, je n'ai jamais... C'est pas parce que j'étais en culotte courte que ou alors ça m'empêche d'avoir un peu de mémoire. Ceux qui vous ont raconté l'histoire vous l'ont mal racontée. Ah oui?
à l'époque, je n'ai jamais été candidat. Jamais. Et vous vouliez l'être? Mais à aucun moment, puisque la condition... Vous ne vouliez pas être candidat à l'élection présidentielle en 2007? La condition de mon acceptation à devenir Premier ministre, quand Jacques Chirac m'a proposé de devenir Premier ministre, c'est que je renonçais au fait d'être candidat à l'élection.